Désolée, je pense que Stéphane a disparu. Donc, il est de retour. Stéphane, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, mon Zoom a comme débarqué juste au mauvais moment. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Stéphane Drouin, je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir avec nous aujourd'hui et surtout d'accueillir Luc Rabouin, donc membre du comité exécutif, pour nous parler de relance. On doit maintenant passer à la prochaine étape là, qui est de regarder en avant et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser le commerce de détail à Montréal et partir pour une bonne période là, qui s'en vient en allant vers la période des fêtes. Alors, donc, au nom du CQCD, mais aussi de tous nos membres, ça me fait plaisir de vous recevoir avec nous. On le sait, Montréal a été durement touché par la crise de la COVID. Et donc, dans le fond, était un des endroits les plus touchés au Canada, mais surtout le commerce de détail à Montréal, au Québec, a été celui qui a été le plus affecté pour plusieurs raisons. Donc, le commerce de détail a été celui qui a été le dernier à ouvrir au Québec, autant le commerce sur rue que le commerce dans les centres commerciaux. Donc, ça a affecté grandement le retard de la remise en place du commerce. On était même rendu presque à la fin juin lorsqu'on parle des centres commerciaux. Donc, tout ce qui est commerce relié aux saisonniers, à la mode, a été durement affecté. Et bien entendu aussi, le tourisme à Montréal et les tours à bureaux là, qui sont encore vides amènent aussi certains défis là, dans des zones comme le centre-ville et le Vieux-Montréal. Alors aujourd'hui, on va parler avec M. Luc Rabouin de la situation actuelle, mais aussi donc des mesures que Montréal a mis en place et prévoit mettre en place là, aussi pour la période de la relance et vous inspirer là, et vous guider vers les bons outils qui sont mis à votre disposition pour cette relance-là. Alors, Luc, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Est-ce que Luc est là? Oui. Oui, bonjour Luc, excuse-moi, je ne te voyais pas. Luc, tu sais, le Conseil québécois du commerce de détail a répondu présent dès le début, lorsque Montréal, dès les premiers jours même du début de la crise, là, il y a eu des comités mis en place. On s'est impliqués, moi et les membres de l'équipe, dans différents comités pour les comités de relance. Et moi, je tiens à profiter de l'occasion aussi pour vous souligner mon agréable surprise aussi sur la qualité des gens, autant à la ville, au développement économique, avec qui on a travaillé, puis avec qui on travaille encore, mais aussi la grande rapidité et vitesse, comme on dit en bon français, là, pour se revirer de bord dans la situation. Et Montréal m'a surpris par son agilité. Moi, ça a été vraiment une belle découverte pour moi, puis je l'ai dit souvent à votre équipe. Et puis, je tiens en passant, non seulement à te souhaiter la bienvenue, mais aussi à vous remercier et à vous féliciter, je pense, d'avoir si bien réagi. Puis on sait que pour la suite des choses aussi, on va en parler tantôt, mais vous répondez pleinement présent auprès du commerce de détail. Bien, merci Stéphane pour ces bons mots. C'est sûr qu'on a une équipe extraordinaire au service de développement économique qui est vraiment dédiée. Puis on a la chance de compter sur plusieurs partenaires comme le CQCD, mais l'Association des sociétés de développement commercial aussi, PME Montréal, qui ont tous répondu présent, qui ont tous compris qu'il y avait une crise majeure, sans précédent, puis qu'on avait besoin de l'aide de tout le monde pour s'en sortir. Donc, moi, je remercie évidemment les équipes de la Ville là, qui ont vraiment travaillé très, très fort leur disponibilité, mais aussi vous et tous les partenaires de la Ville. Bien, écoute, ce n'est qu'un début. Je pense qu'on est dans les premières étapes d'un gros projet. Comment vois-tu un peu, si on regardait la situation avant la COVID, parce qu'à Montréal, il y avait quand même des belles choses, il y avait aussi des défis. Comment vois-tu, comment était la situation du commerce avant que tout ça là, éclate? Là? En fait, le commerce de détail était déjà en grande transformation avant la crise. Il y avait déjà des difficultés importantes. Si tu te rappelles, on avait lancé la commission sur les locaux vacants là, parce qu'il y avait un taux de locaux vacants trop élevé sur plusieurs artères commerciales. On voulait mieux comprendre le phénomène, c'était quoi les leviers pour intervenir, etc. Ça, c'était avant la COVID. Donc, la COVID a fait qu'accentuer les difficultés pour le commerce. Parmi les choses qu'on voyait, c'est qu'il y a une multiplicité de l'offre commerciale là, dans tous les quartiers montréalais, mais aussi dans la région métropolitaine. Hein. Avant, tu avais un commerce spécialisé sur la rue Saint-Denis, tu étais le seul à offrir ça. Tu avais des gens de la Rive-Sud, de la Rive-Nord qui venaient à ton commerce. Maintenant, les gens, ils trouvent tout à côté de chez eux ou en ligne. Donc, ça pose des défis
d'ajustement, de transformation du commerce. Et avec la COVID, c'est x10. Là. Donc, on est vraiment en train de vouloir de faire face aux défis de la transformation du commerce, avec notamment l'arrivée du commerce en ligne, mais aussi au fait qu'il y a un déploiement de l'offre commerciale maintenant un peu partout à Montréal et dans la région. Puis peut-être les gens ne savent pas l'importance économique du commerce, parce que le commerce, d'un point de vue du citoyen, ou moi comme maire du plateau, par exemple, ou comme élu responsable du développement économique, on voit l'aspect sur la vie de quartier. Hein, ce qu'on aime à Montréal, c'est d'avoir des artères commerciales vibrantes à côté de chez nous, qu'on puisse aller faire nos courses à pied à côté. Donc, ça fait partie intégrante de ce qu'on aime de nos quartiers urbains, c'est d'avoir une offre commerciale diversifiée à côté de chez nous. Mais en termes économiques, c'est presque 200 000 emplois, le commerce de détail, c'est plus de 5 milliards du PIB, c'est 16 000, presque 16 000 établissements commerciaux, donc c'est très important aussi du point de vue économique. Donc c'est pour ça que pour nous, depuis le début, et depuis que moi j'ai été nommé, c'est une des 3 priorités que la mairesse m'a confiée quand elle m'a nommé au comité exécutif, c'est le commerce de détail. Et je me rappelle d'une discussion avec ton prédécesseur qui me disait que c'était la première fois à sa connaissance que le commerce de détail, commerce sur rue, était une priorité de développement économique de la Ville de Montréal. Et ça l'est vraiment, et c'était avant la crise et ça l'est encore évidemment. Oui, mais comme tu le dis si bien, la crise de COVID a accéléré beaucoup de choses, puis le commerce de détail qui était souvent un peu sous le radar économiquement, beaucoup pris pour acquis, ça a démontré son rôle économique important. Puis tu le mentionnes bien, quand il y a des artères à Montréal, c'est non seulement la capacité de bien servir et d'animer puis de dynamiser un quartier, mais c'est aussi souvent une destination. On pense, entre autres, dans ton coin, l'avenue Mont-Royal, là, qui est une destination importante, mais qui est redevenue aussi un attrait pour attirer du monde à Montréal. Donc, ça a un enjeu économique autant de destinations dans le contexte. Tu parlais des locaux vacants. C'est quoi un peu la situation présentement où avez-vous été en mesure, depuis le comité a été mis en place, d'avoir une certaine mesure dans l'enjeu des locaux vacants présentement? Oui, en fait, on s'attendait à vraiment une augmentation importante des locaux vacants là, à cause de la COVID, en se disant que plusieurs commerces ne passeront pas à travers. Là. Évidemment que c'est extrêmement difficile pour eux, mais les chiffres qu'on a à date, il n'y a pas tellement de mouvement sur la question des locaux vacants. Il n'y a pas d'augmentation des locaux vacants. Ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des changements. Il y en a qui quittent, mais il y en a qui arrivent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commerce qui ferme, mais ça veut dire qu'ils sont remplacés. Et de manière assez contre-intuitive, on pourrait dire, j'étais sur la rue Saint-Hubert la semaine dernière, puis il y a un commerce qui s'installe dans le chantier. Là, il y a quand même un chantier majeur sur Saint-Hubert pendant les travaux. Qui s'installe parce qu'elle voit le potentiel d'après. Donc, c'est sûr que c'est une période difficile, le chantier. Mais sur l'avenue du Mont-Royal, je dirais que le directeur de la SDC me disait que son téléphone sonnait là, parce qu'il y a des gens qui veulent venir s'installer sur Mont-Royal. Donc, il y a à la fois une période extrêmement difficile pour les commerçants, puis à la fois de l'effervescence parce qu'il y en a qui se disent « Ah, il y a du potentiel ». Bien, c'est le fun d'entendre. Puis écoute, on le voit, je pense que tantôt on parlera des différentes mesures que vous avez mises en place, mais il y a tellement d'opportunités quand même dans certains quartiers qui ont bien réagi face à la crise. Hein. Puis je pense qu'il y a eu toutes sortes de choses un peu contestées, mais à la base, je pense que les réactions qu'ils ont eues, puis je regarde, j'étais sur l'avenue Wellington il n'y a pas longtemps, les gens de la SDC là-bas ont fait un travail extraordinaire. C'était dynamique, il y avait du monde, c'était le fun de voir ça, c'était vibrant. Je pense que ça devient aussi un attrait, puis là, ça dynamise. Fait que je pense que ces mesures-là vont permettre de passer, dans le fond, la première phase là, que j'ai appelée, moi, la phase de survie, là, après les réouvertures, là, puis c'est de reprendre un peu confiance. Puis on le voit à l'industrie de la restauration aussi, qu'il y a ces enjeux à travers ça, qui font partie dans l'univers du commerce de détail, de l'animation, puis de la vie de ces quartiers-là aussi en même temps. Parlons-en, parce que même s'il y a eu un débat public sur ces mesures-là, je pense à la piétonisation, là, allons-y direct, autant de l'avenue du Mont-Royal ou de la rue Wellington. C'est sûr que c'est des projets qui sont importants et qu'on est habitué d'en faire de la piétonisation à Montréal événementielle, quelques jours. Et moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec le directeur de la SDC de l'avenue du Mont-Royal comme maire du plateau, là. Et l'enjeu
dès le début, c'était sauver les commerces. Et pour ça, il faut que les gens se sentent à l'aise de venir dans les commerces. Donc, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Donc, c'est pas pour rien que c'est sur l'avenue du Mont-Royal qu'on a mis le premier corridor sanitaire, parce que on disait, les gens, ils viendront pas. Ils ont peur. Donc, on a mis un corridor sanitaire. Ça, c'était au début, rappelez-vous, au début de la crise, là, on cherchait quoi faire. Il y avait quelques commerces qui étaient ouverts, des petits trottoirs. Les gens nous disent, on ne peut pas respecter le 2 mètres. On fait ça. Et tout de suite, on a commencé à réfléchir. Quand les commerces vont ouvrir, là, je veux dire, on va faire quoi avec les gens sur les trottoirs? Donc, il y a eu toute une réflexion sur c'est quoi l'espace qu'on a besoin pour qu'il y ait du monde, puis qu'il n'y en ait pas trop, parce que c'était ça l'enjeu, pour garder la distance de 2 mètres. Et c'est un équilibre qui n'est pas facile. Et on a conclu ensemble que pour Mont-Royal, pour en faire une rue de destination, la piétonisation allait faire que Mont-Royal allait se distinguer. Je pense que les gens sur Wellington ont fait le même pari, qui jusqu'à maintenant, quand même, on peut voir qu'il y a du monde. C'est assez facile, là, même si on a des données, mais même si on n'a pas de données, si on s'installe au coin de Saint-Denis et Mont-Royal, puis qu'on regarde la rue Saint-Denis, puis qu'on se tourne, puis qu'on regarde la rue Mont-Royal, on est capable de comparer. Il y a plus de monde. Donc, ça a été, oui, médiatisé, mais en termes d'achalandage, c'était un positionnement pour attirer les gens en toute sécurité. Et jusqu'à maintenant, on va voir là, à la longue, puis il y a toutes sortes de défis, c'est un succès en termes d'achalandage. Et là, ce qui nous manque, c'est est-ce que c'est un succès commercial? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui viennent achètent? Ouais. Donc là, on va avoir des données supplémentaires. Et parce que tu en as parlé, là, les restaurants et les bars à Montréal là, sont ouverts depuis la 3e de juin. C'est un défi pour eux énorme. Et en plus, leur capacité est réduite. Donc, il fallait trouver une façon de leur donner plus d'espace dehors pour que les gens aient confiance. Donc, dans les rues piétonnes, on est capable d'avoir des immenses terrasses. Et pour eux, c'est sûr que commercialement, il n'y a pas de débat. Là. Je veux dire, pour eux, c'est la survie. C'est la différence entre la faillite et la survie. Ouais. C'est d'avoir de l'espace dehors des grandes terrasses. Donc, pour eux, économiquement, on n'a pas de doute que c'est un succès. Pour les autres commerces, ça dépend. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on creuse un petit peu pour être capable d'en tirer des leçons puis pour voir dans les prochaines années qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on répond aux besoins de l'ensemble des commerces. Bien, c'est certain, tu sais, il n'y a pas, je ne suis pas allé à la bibliothèque vérifier, mais je ne pense pas qu'il y a de livre COVID-101, réaction économique. Tout le monde a dû réagir rapidement, mettre des mesures en place rapidement, puis dans le fond, ça a ouvert la porte à toutes sortes d'idées, mais puis je pense que il y a un mot qui a sorti pendant un moment donné, la notion de laboratoire, mais je pense qu'au sens pur du terme, c'est que tout le monde était dit, bon, OK, faut essayer quelque chose, parce que si on fait juste rien faire, on va aller dans le mur. Fait que je pense que les mesures en place, comme comme tu dis, il y a des éléments que vous allez apprendre, puis il y a des beaux apprentissages pour l'avenir. Je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes qui vont ressortir, mais dans tous les sphères de l'économie, incluant le commerce de détail, l'après-COVID va être différent. Il y a des changements importants. Tu parlais du commerce en ligne, on parle du commerce de proximité qui a aussi sa valeur, l'expérience client qui va être différente. Fait que tout ça, on apprend au fur et à mesure. Les commerçants, autant les grands que les petits, apprennent et doivent s'ajuster. Puis je pense que c'est cette agilité-là qu'il faut avoir. De dire, bien, regarde, on essaye, puis on ajuste, puis on réagit, puis on se replace. Puis je pense que c'est ce que vous avez bien fait à date. Puis vous avez eu une belle ouverture d'esprit d'être réceptif à ce qui se passait dans l'univers. Puis je pense que les gens des SDC aussi ont pris le relais aussi de façon vraiment intéressante. Comment tu vois, tu parles de l'automne un peu, de ce qui s'en vient. C'est certain qu'il y a des beaux défis. Il y a des défis de météo. Bon, les terrasses vont fermer éventuellement. Il y a des défis aussi de faire la file au mois d'octobre, au mois de novembre. Ce ne sera pas comme faire la file au mois de juin, au mois de juillet, devant des commerces. Il y a des défis aussi de touristes qui ne sont pas plus présents. Les tours à bureaux qui, cet automne, ne se rempliront pas non plus. Là, on entend beaucoup d'entreprises même déporter la majorité de leur gens pour le mois de janvier ou même le printemps, donc aller avec des effectifs minimums. Comment tu vois les enjeux, justement, du commerce de détail pour ce qui s'en vient cet automne? Bien, il y a plusieurs enjeux dans ce que tu nommes parce que, puis tu l'as dit dans ton introduction, là, le centre-ville a une situation particulière. Donc, les artères commerciales, disons Wellington ou l'avenue du Mont-Royal, parce qu'on en a parlé jusqu'à tout à l'heure, elles sont en plein cœur d'un quartier résidentiel où il y a
des clients qui habitent, il y a des résidents. Le centre-ville, ses clients, c'est 300 000 travailleurs, c'est des touristes, c'est des étudiants, et les trois ne sont pas là en ce moment. Donc, il y a vraiment et on ne voit pas quand ils vont revenir. Hein. Donc, il y a vraiment un enjeu pour le centre-ville vraiment particulier, là, sur lequel on a mis des mesures spécifiques parce qu'on essaie aussi d'en faire une zone d'attraction pour que les Montréalais viennent au centre-ville parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Donc, il faut qu'on attire du monde. C'est pour ça qu'on a mis tout en place une partie de piétonisation, animer des espaces publics. On a mis de l'argent pour l'animation de programmation culturelle, mais dans un contexte COVID dans lequel on ne peut pas organiser des spectacles et diffuser l'heure. Comme tu l'as dit, il n'y a personne qui a planifié la COVID. Puis on nous dit parfois, vous improvisez. C'est clair qu'on improvise. On n'a pas planifié la COVID, puis on s'ajuste tout le monde ensemble, puis il n'y a personne qui a vécu ça. Donc, et tu l'as dit aussi, puis moi, c'est vraiment ma position, la pire chose, c'est rien faire. On l'a vu, là où il y a des endroits où on n'a rien fait, ça ne marche pas. Donc, certaines rues commerciales, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on a vraiment un enjeu pour le centre-ville et on discute avec les grands employeurs, notamment sur leur position par rapport à pas avant janvier, pas avant le printemps prochain. Donc, je pense qu'il y en a qui sont aussi en train de réfléchir à comment ils pourraient offrir un retour au travail à une partie de leurs employés. Ils ont droit à 25 on sait que le télétravail, il y en a beaucoup qui l'apprécient, mais il y en a qui trouvent ça difficile. C'est pas tout le monde qui est bien chez eux, qui a l'espace adéquat pour travailler, etc. Donc, il y a des gens probablement qui souhaiteraient retourner au bureau. Probablement pas la majorité, mais s'il y a une certaine flexibilité là, des deux côtés, peut-être qu'on pourrait avoir un certain nombre de travailleurs qui pourraient juste permettre la survie des commerces, mais c'est sûr que ça va prendre de l'aide supplémentaire au centre-ville. Pour les autres commerçants, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas une montée fulgurante du taux des locaux vacants, mais notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales qui ont été mises en place. Hein, nous, on a une entente avec le gouvernement du Québec là, pour des prêts de 50 000 et moins à taux avantageux. La Ville paye les intérêts les premiers 6 mois, congé de remboursement pendant 6 mois. On en a distribué 900. Jusqu'à maintenant, 32 millions là, a été alloués pour soutenir les liquidités. On a mis en place un programme de subvention aussi. On donne des petites subventions jusqu'à 10 000 par commerce pour les aider à s'adapter dans le contexte des mesures d'urgence, etc. Mais quand on soutient les liquidités, à un moment donné, si les ventes de l'été ne sont pas au rendez-vous, les liquidités vont être épuisées à l'automne. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment une période critique. C'est-à-dire que quand on va avoir passé l'aide gouvernementale, est-ce que les commerces, lesquels vont avoir assez accumulé de ventes pendant l'été pour se rendre jusqu'à Noël? Parce que c'est l'autre période cruciale pour la plupart des commerces de détail, c'est les ventes de Noël. Et c'est pour ça qu'on suit ça là, de vraiment très, très près. Là. Vous avez mis en place beaucoup, tu en parlais un peu, de subventions disponibles pour aider les commerçants, différents programmes d'accélération du commerce. On a beaucoup de détaillants qui sont justement à l'écoute avec nous présentement. Y a-t-il des choses que tu veux les guider justement sur des mesures qui sont encore disponibles pour eux, là, pour les aider dans les prochains mois? Oui. Le programme de prêt, là, quand même, c'est un programme intéressant. Là. C'est un taux d'intérêt de 3 6 mois de moratoire. La Ville paye les intérêts pendant les premiers 6 mois. Donc, c'est quelque chose d'assez flexible, d'assez accessible, qui est disponible dans le réseau PME Montréal. Là. Des fois, les gens, ils ne connaissent pas, là, mais tu es une entreprise, tu as besoin d'accompagnement, de financement, c'est PME Montréal, c'est facile. L'accès, si ce n'est pas eux, ils vont te référer à la bonne place. Donc, je disais, on avait 40 millions disponibles, il y en a 32 millions qui est déjà alloué, il en reste 8, il en reste plus que 8 parce qu'avec le gouvernement du Québec, on s'est entendu pour injecter 20 millions supplémentaires. Wow. Donc, en prêt, il y a des fonds qui sont disponibles. L'autre élément, je disais, en subvention, la Ville a mis 3 millions disponibles parce qu'on se disait justement, là, à un moment donné, là, les commerçants ont une capacité limite de s'endetter. Tu ne peux pas juste t'endetter puis en espérant que peut-être, parce que si déjà avant, était rentable tout juste, bien, avoir une dette de 50 000 de plus parce qu'il faut la rembourser à un moment donné, c'est difficile. Donc, on s'est dit, nous, on va ajouter une aide jusqu'à 10 000 en subvention en se disant qu'un montage avec un peu de subvention, un peu de prêt, ça nous semblait plus
réaliste et viable pour les commerçants. Donc, on est les seuls qui ont fait un programme de subvention pour les directs au commerce. Ça n'existe pas ailleurs au Québec. Donc, c'est une contribution concrète qu'on a faite et on a mis 3 millions, il en reste 2. Donc, s'il y a des commerçants qui n'ont pas utilisé ce programme-là, c'est vraiment un programme pour les aider à passer à travers la COVID. S'ils ont un projet spécifique de relance, de réorganisation de leurs choses pour faire face à la COVID, c'est de l'argent qui est là disponible pour eux. Donc, je les invite vraiment à contacter PME Montréal. Donc, ça, c'est de l'aide financière directe. Sinon, une des choses qui m'a quand même surprise, souvent, moi, quand je discutais avec des commerçants pour parler de virage numérique, vente en ligne, ils me disaient vente en ligne, c'est 5 de mon chiffre d'affaires. C'est vraiment marginal. Et là, j'en ai croisé plusieurs depuis la COVID, dont certains qui ont eu l'appui, puis j'aimerais ça qu'on en parle du CQCD là, pour avoir une stratégie, parce qu'avoir une boutique en ligne, pas de stratégie. Ben oui, c'est 5 de tes ventes en ligne, mais avec une bonne stratégie. Et là, j'en ai croisé, dont une la semaine dernière, là, qui est une librairie dans le plateau Mont-Royal, là, qui ont x10. Et donc maintenant, les ventes en ligne, pour eux, c'est 25 de leurs ventes. Ça fait une différence dans un contexte où tu as de la difficulté à rejoindre les gens. Et bon, il y a une partie, quand on a mis ça ensemble, parce qu'on a fait appel à vos services là, pour le virage numérique, on se rappelle, là, à l'époque, les commerces étaient obligés d'être fermés. Donc, ce qu'on se disait, c'est comment ils font pour être capables de générer un minimum de revenus. On va essayer de les aider à faire de la vente en ligne. Donc, on a fait appel à vous pour de l'accompagnement et on a mis en place un système de livraison urbaine mutualisé parce qu'il faut que le produit se rende chez les gens. Donc, c'est 2 mesures, je pense, qui sont pas financières, de l'aide directe aux commerçants, mais qui ont eu un impact et qui continuent à en avoir. Puis, je serais intéressé de voir ton point de vue là-dessus, là, sur l'enjeu du virage numérique, puis l'accompagnement que vous avez fait jusqu'à maintenant. Bien, écoute, merci. C'est vraiment intéressant parce qu'on est en train justement de faire un sondage présentement, autant au niveau de nos membres, on est aussi ouvert à nos non-membres. S'il y en a qui sont intéressés à aller le remplir sur le Facebook du CQCD, vous allez l'avoir. Dans le fond, c'est ce qu'on voulait savoir, c'est tout l'impact de la COVID sur l'entreprise, l'utilisation des mesures disponibles et aussi après ça, bien, les enjeux sur lesquels ils sont inquiets pour la suite. Fait que puis leur niveau de confiance aussi face à l'automne. Puis c'est vraiment intéressant quand on regarde l'aspect du virage numérique. Il y a 25 des détaillants qui nous ont dit qu'ils n'ont pas été capables de compenser les ventes de fermeture parce qu'il n'y avait pas de commerce en ligne. Donc, c'est le quart des commerçants qui nous ont répondu pour dire, écoute, moi, j'aurais aimé ça, là, mais j'avais aucune source. La porte était fermée et il n'y avait pas d'autre porte à ouvrir. Alors que les autres nous disent qu'ils ont été capables d'amoindrir. Il y en a même qui ont dépassé leur chiffre d'affaires normal, dépendamment des catégories de produits. Là, mais il y en a dans le domaine, je sais, du sport plein air au mois d'avril-mai, qui ont dépassé leur chiffre d'affaires régulier juste par leur commerce en ligne qui était ouvert. Donc, ça a été pour plusieurs une porte de sortie. Puis on pense beaucoup que le commerce en ligne, c'est fait pour des gens qui sont loin. Mais par contre, aujourd'hui, ça fait partie du commerce de proximité parce que quand les commerces étaient fermés, malheureusement, le gouvernement n'avait pas permis le ramassage en magasin. Donc, on devait s'assurer, et je sais que Jalon Montréal a travaillé beaucoup, là, entre autres, sur et travaille encore beaucoup sur améliorer la chaîne de livraison de proximité. Et on l'a vu, il y a beaucoup de commerçants qui s'en sont sortis même localement avec des clients locaux pour être capables de continuer. Et je pense que ça a été je vais utiliser un terme en anglais, mais un wake-up call pour tout le monde, de dire, hey, sais-tu quoi, le commerce en ligne, je prenais ça pour acquis, je pensais que c'était juste, soit comme tu dis, négligeable dans mes ventes, ou je pensais que c'était même pas important. Et là, je réalise que c'est un élément de survie puis de croissance. Alors, puis on a eu l'opportunité, de s'impliquer rapidement avec vous là, dès le début de la crise pour faire une version, je dirais, plus agile et plus rapide de notre programme de virage numérique. Et vraiment, et puis je félicite Montréal d'avoir mis ça en place. Je pense que vous avez inspiré aussi beaucoup d'autres villes parce qu'on a eu plein de demandes de petites municipalités à travers le Québec là, qui nous ont demandé de faire la même chose. Puis on est en train de mettre ça en place. Mais tu vois, présentement, on a presque 400 entreprises là, qui se sont qualifiées pour le nouveau programme et qui ont commencé à embarquer dans leur virage. Là. Donc, un accompagnement qui se fait autant du diagnostic et aussi d'identifier les opportunités rapides d'amélioration. Et on a nos conseillers numériques là, qui travaillent de façon individuelle avec chacune des entreprises
pour les aider dans cet accompagnement-là à faire le virage numérique. Mais aussi, il y a plein de webinaires qui sont disponibles sur des sujets importants là, qui sont accessibles à eux. Et vraiment, la participation des commerçants de Montréal est vraiment intéressante. Et puis, on invite ceux qui ont de l'intérêt. D'ailleurs, là, il y a encore des places. On commence à pas mal atteindre un quota important de marchands, mais on a encore de la place. Puis Montréal a encore une volonté là, de continuer. Ça fait que je pense que cet automne, ça va être doublement pertinent. Tu as parlé de la période des fêtes. Moi, si j'étais un commerçant aujourd'hui, là, je ne sais pas s'il va y avoir une vague 2, je ne sais pas s'il va y avoir quoi, mais peu importe, je m'équiperais pour être sûr que dans ce qu'on appelle le Black Friday, là, le vendredi fou, qui va être encore une période importante, donc qui va régénérer des ventes en ligne de façon encore doublement plus grande. Et aussi, la période des fêtes, je voudrais m'assurer comme commerçant d'être vraiment prêt et d'avoir une stratégie numérique pour moi d'être en ligne, d'être capable de rejoindre les clients. Peu importe ce qui se passe, qu'il y ait une vague 2 ou non, qu'il y ait un confinement ou non, partiel, total, peu importe, je pense que c'est la responsabilité des commerçants de se préparer. Puis ce virage numérique-là qui est disponible pour Montréal là, est vraiment un bel outil pour se mettre en place là, en fonction de ce qui s'en vient cet automne. Oui, puis merci d'avoir accepté d'embarquer sur une formule un peu light, là, hein, d'essayer de rejoindre le plus de monde possible là, avec quelques outils. Puis après, quitte à approfondir, là, si c'est nécessaire, mais au moins que les gens aient les outils de base. Ce que moi, on m'a dit, c'est qu'il y avait quand même un nombre très limité là, de commerces à Montréal là, qui ont une réelle stratégie de vente en ligne. Souvent, on a un peu peur de ça, mais c'est intéressant parce que la semaine dernière, je parlais avec la librairie Manga Otaku, qui est sur la rue Saint-Denis, qui a fait appel à vos services. Là. Et vraiment, les librairies, là, tous les livres, on trouve ça sur Amazon ou sur n'importe où. Donc, eux, leur crainte, c'est si on est fermé, bien, les gens, ce qu'ils apprécient de nous, c'est le contact, l'expertise, l'échange. Bien, quand on est fermé, on n'a plus ça. Donc, eux, ils se sont mis sur la vente en ligne, mais ils ont vraiment développé une stratégie de maintien de la relation de proximité avec leurs clients, avec différentes activités en ligne, ce qui fait qu'ils ont gardé leur communauté et ils ont fait exploser leur vente en ligne parce que les clients sont restés fidèles parce qu'ils se sont donné une stratégie, là, notamment grâce à votre appui. Et c'est ça qui est, je pense, qui est intéressant. Puis, avec certaines piétonisations, les chantiers, les gens disent il n'y a pas de parking, il n'y a pas de parking. Oui, mais si les gens n'ont pas besoin de se déplacer, puis tu leur amènes ce qu'ils ont besoin parce que c'est ton produit qu'ils veulent, bien, il y a peut-être une solution là qui peut aussi compenser certaines difficultés. Donc, il y a un bout, il y a un positionnement à avoir, là, je pense. C'est une action qui est possible. Là. Puis à date, en tout cas, l'expérience, c'est vrai que c'est pas applicable à tout le monde, mais il y a des commerces qui peuvent vraiment aller chercher un pourcentage de leur vente en ligne pour arriver au total là, de maintenir des activités rentables. Ben moi, je suis vraiment impressionné dans les différents quartiers de Montréal, la qualité des commerces, l'originalité des offres produits. Il y a vraiment une grande créativité qui mériterait d'être connue. Puis, tu sais, il n'y a rien de pire que de tomber au point mort pour essayer de repartir après. Tu sais, c'était bien mieux de rester le plus vivant possible auprès de ta clientèle. L'exemple que tu donnais était totalement juste. Si tu as gardé le contact avec tes clients, si tu as réussi à animer tes clients d'une façon différente, mais là, tu te ramasses dans une situation où quand les ventes vont recommencer, bien, même si tu n'es pas officiellement un commerce en ligne, au moins tes clients, tu as gardé le contact, tu les as animés. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui est relié à ça. Je pense qu'il faut croiser deux choses. C'est le comportement d'achat des clients est en train de changer. Là, on le voit, là. Le commerce en ligne, c'est certain qu'il a augmenté significativement pendant la période de fermeture. Il n'est pas resté à ce niveau-là, mais il est resté au niveau beaucoup plus haut qu'il était avant la crise de COVID. Donc, il y a un changement d'habitude d'achat qui est là. Mais aussi, on a parlé énormément d'achat local. Exact. Et l'achat local, ben, c'est certain que, moi, tu me donnes l'exemple de librairie, ben, j'ai commandé des livres dernièrement et finalement, je suis allé sur l'Association des libraires du Québec et j'ai commandé, j'ai choisi une petite librairie pas loin de chez nous, puis j'ai commandé, au lieu de commander aussi facilement que j'aurais pu sur Amazon, puis de toute façon, c'est à peu près tout le même prix. J'ai eu ma livraison en dedans de quelques jours. Et puis, j'étais super content. Puis j'avais le sentiment aussi de fierté d'avoir contribué localement. Puis, cet achat local-là, il y a deux responsabilités. Il y a le client qui a la responsabilité de se sensibiliser puis d'agir en fonction de l'achat local. Mais le commerçant a la responsabilité de promouvoir l'achat local, mais aussi de donner accès au client à la capacité d'acheter localement. Alors, si vous n'êtes pas en ligne, bien, le client
qui n'est peut-être pas dans votre quartier, mais qui a entendu parler de votre boutique et qui a le goût de vous encourager, s'il est obligé d'aller faire le détour chez vous et qu'il n'a pas envie, bien, automatiquement, vous venez de l'éteindre. Mais s'il a la capacité d'acheter en ligne, bien, là, vous allez récupérer la vente. Fait que c'est une double responsabilité, mais le détaillant a définitivement la responsabilité d'offrir aux consommateurs la capacité d'être en ligne, puis d'acheter chez eux, puis de se promouvoir. Puis je pense que la phase de cet automne, on va continuer dans le même sens. Moi, je pense que c'est doublement important que la phase de fermeture. Là, cet automne, ça va être le temps de capitaliser beaucoup sur les achats en ligne des consommateurs parce qu'il ne faut pas oublier non plus, je le disais tantôt, faire la file à 23-24 degrés au mois de juin devant un commerce, c'est pas trop pire. Mais quand il va faire 2 degrés au mois de novembre, au début novembre, avec une petite pleuvasse, là, pas sûr que ça va me tenter autant d'aller faire la file. Déjà, il y a des contraintes. Puis les contraintes vont peser de autant ils vont faire partie de nos habitudes, mais autant il y en a comme celle-là de faire la file. Il pleut dehors, ça me tente moins. Qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Je vais aller sur mon ordinateur et je vais essayer de trouver un endroit pour l'acheter. Fait que tout ce commerce en ligne-là va reprendre une dimension de plus en plus importante. Alors, le programme de virage numérique que vous avez mis en place avec nous est vraiment un outil important là, pour les commerçants qui ne sont pas encore présents. Ouais, moi, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que l'achat local, là, il y a comme une prise de conscience collective. Même si c'était dans le discours, là, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus largement dans le discours. Puis, les gens ont de plus en plus la volonté d'encourager les commerces locaux. Contre, par exemple, les immenses bannières qui paient peu d'impôts, qui contribuent peu à la société. Donc, je pense que ça, c'est fort. Mais à ce moment-là, il faut effectivement être capable de répondre. C'est-à-dire, ce qui est facile sur un géant du web en ligne, c'est que tu achètes n'importe quand. Quand toi, tu es disponible. Tu n'achètes pas quand le commerce est ouvert. Donc, je trouve que là, il y a aussi ça qui est un avantage intéressant. On a des enjeux sur les heures d'ouverture des commerces. Ça devrait être plus tard. Si les heures d'ouverture sont libéralisées et les commerces peuvent ouvrir la semaine plus tard, ça veut dire que ça coûte plus cher en coût de fonctionnement parce qu'il faut avoir du staff, il faut avoir des employés. Alors que si tu as ta boutique en ligne, tu es ouvert 24 heures. Donc, il y a un bout où en tout cas, c'est une façon à coût réduit là, de rejoindre un plus large public. Là. Donc, c'est pas, je pense que tous les deux, on va être d'accord pour dire que c'est pas la seule action à faire, mais dans une stratégie commerciale, c'est aujourd'hui un élément incontournable. Ben moi, je valorise beaucoup l'action que vous avez prise, puis je sais qu'il y a d'autres choses dans les cartons qu'on ne peut pas parler aujourd'hui, mais vous avez d'autres initiatives sur lesquelles vous travaillez aussi pour les prochains mois. Mais si chaque citoyen augmente son niveau d'achat local, chaque citoyen montréalais augmente son niveau d'achat local, puis chaque détaillant augmente sa capacité de vendre aux citoyens qui sont intéressés, mais l'économie montréalaise, elle va se relever en partie d'elle-même. Je pense que les contraintes que tu amenais et les enjeux que tu amenais tantôt, ils vont être contrebalancés par, justement, entre autres, en partie de l'achat local qu'on fait physiquement, mais qu'on va faire aussi en ligne. Puis je pense que cet automne, ça va être clé pour cet élément-là. Une des mesures qu'on a prises, parce que je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, c'est qu'on a annoncé 500 000 $ pour soutenir des campagnes d'achat local qui sont en route en ce moment. Il y en a quelques-unes qui sont lancées. Là, c'est vraiment, ça se lance. Puis, je veux dire, donc là, c'est vraiment des associations commerciales locales qui lancent une campagne d'achat en ligne et la ville investit une somme. C'est-à-dire que si le citoyen achète un bon de 20 $, la ville ajoute 20 $. Ce qui fait que tu payes 20 puis tu reçois 30 en bon d'achat si tu achètes dans un commerce local. Donc, c'est vraiment à la fois pour soutenir les ventes des commerces locaux, mais aussi pour promouvoir l'achat local. Et là, il y en a plein en ce moment là, qui démarrent là, dans les différents quartiers de Montréal. Puis nous, c'est une façon de donner un coup de pouce là aussi pour promouvoir l'achat local. Et puis, les commerçants, les associations se mettent ensemble, ont aussi un rôle, comme tu l'as dit, là, pour en faire la promotion. Donc, je pense que c'est une autre piste qui est intéressante. Tu sais, dans le fond, c'est toute une série d'actions qui font qu'au total, ça a de l'impact. Ben, quand tu parles tantôt, tu parlais de subvention, c'est une forme d'aide. Les prêts, c'est une forme d'aide, mais aussi, cette mesure-là que tu me parles là, ben, c'est une mesure pour créer l'habitude. Alors, le consommateur qui achète une fois, 2 fois, 3 fois localement va découvrir des nouveaux commerces. Et là, il y a une roue qui part qui est intéressante. Y a-t-il d'autres mesures? Vous avez mis beaucoup de choses en place, Luc, dans toutes vous avez mis, je pense, autour de 13 millions d'aides disponibles sur différentes mesures. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais mettre en relief, justement, pour que les commerçants aient conscience un peu, puis aussi voient d'autres outils qui sont peut-être disponibles?
Ouais, ben, les principaux outils sont là. Ben, la livraison, on en a parlé un peu, qu'on a travaillé avec Jalon, Coop Carbone, etc., et l'Association des sociétés de développement commercial, justement parce que faut être capable d'amener les produits vers les clients. Puis cette idée-là d'achat local, elle s'inscrit complètement dans une idée aussi de développement durable des quartiers. Tu achètes local, tu te fais livrer par ton commerce local à vélo, chez toi, rapidement. Je veux dire, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, et en plus, dans les quartiers plus centraux, on a quand même des enjeux de circulation, etc. Donc, d'avoir un système plus écologique de livraison urbaine, je pense que c'était une bonne mesure à mettre en place, qu'on a développé très, très rapidement. Et là, ce qui reste, c'est à pérenniser ça puis à l'améliorer parce que ça reste encore un peu artisanal. Donc, là, il faut vraiment changer d'échelle, que ce soit vraiment lié avec la boutique en ligne, le système de livraison. Là, on a une échelle à changer. Sinon, ben, les mesures, il y en a plusieurs, mais je pense qu'on a parlé des plus importantes. Là. Il y a le fonds de consolidation des activités commerciales aussi qui a été mis en place. Puis aussi, vous avez fait un partenariat avec, puis un mandat que vous avez donné à Architectes sans frontières que je trouvais vraiment intéressant, qui est une initiative qui a été unique. Là, puis je pense qu'il mérite un peu d'être mentionné parce que c'est vraiment un beau projet. Oui, tout à fait. Bien, le fonds de consolidation des activités commerciales, c'est le montant de subvention que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, il y a 3 millions de subventions disponibles pour les commerçants. Tu peux aller chercher jusqu'à 10 000 c'est le réseau PME Montréal qui gère ça pour nous. Là. Donc, c'est autant pour l'aide au virage numérique qu'on parlait tantôt. Ça peut être pour l'aide dans l'aménagement des lieux physiques. C'est toutes sortes d'initiatives pour dynamiser un commerce. Ils sont liés à la COVID. Dans le fond, l'idée, c'est si tu étais rentable avant la COVID, tu es en difficulté, tu as un projet pour te réaligner, pour être capable de passer à travers, tu peux aller chercher un montant de 10 000 pour ça. Par exemple, il y a des gens qui me disaient « Oui, mais c'est super l'accompagnement, la formation, un webinaire sur le virage numérique. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas la capacité technique de le faire. » Bien, tu peux aller chercher un bout de subvention et t'engager quelqu'un qui va t'aider à faire la partie technique, la technologie, donc, ou la stratégie, etc. Donc, ces subventions-là peuvent servir à ça. Et Architecture sans frontières, ça a été aussi, tout début, là, on disait, les commerces doivent s'adapter, mettre des mesures sanitaires, comment on fait ça. Donc, Architecture sans frontières, on a fait une entente avec eux vraiment pour les mandater. Et j'ai des commerçants là, qui m'ont dit qu'ils ont fait appel à eux et qui ont été super contents parce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place? Personne n'avait vécu ça, hein? Donc il faut se rappeler ça. C'est comme il y a un défi, Luc, que moi je mentionne depuis le début de l'application des mesures, puis je pense que c'est un projet qui vraiment répond bien à ça. C'est oui, il y a des mesures à mettre en place, mais il faut quand même trouver une façon d'offrir une expérience d'achat qui est agréable et qui est conviviale. Parce que si l'expérience d'achat est tellement aride et rigide, bien, les clients, ça devient. Alors que c'est le contraire, si on réussit à faire une expérience d'achat qui est quand même agréable de par l'environnement qu'on crée, puis de par après ça l'expérience client au niveau de la relation du personnel, bien, c'est certain qu'on va faire que les clients vont avoir envie de revenir. Je pense que ce programme-là a bien répondu à ça. Oui, tout à fait. Puis c'est une offre gratuite, en fait. C'est la ville qui finance l'offre, comme avec le CQCD. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Dans le fond, les commerçants sont les spécialistes de leur boutique, de leurs marchandises, de ce qu'ils vendent, etc. Ils ne sont pas spécialistes du virage numérique, ils ne sont pas spécialistes de la livraison, ils ne sont pas spécialistes de l'aménagement. Et là, ce qu'on a fait, nous, c'est d'essayer d'aller chercher les différentes organisations expertes pour les aider dans le contexte de la crise à mettre en place les bonnes mesures pour les aider à passer à travers. C'est vraiment ça l'esprit dans lequel on était. Et maintenant, on sort pas de la COVID, mais on sort de la période de pointe là, de la crise de la phase 1 en espérant que la vague 2 nous épargne ou en tout cas soit moins forte. Mais vous avez quand même commencé à mettre en place ou à annoncer différentes mesures pour la relance. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce qu'il y a vraiment des choses que je trouve super intéressantes. Tu as déjà abordé quelques thèmes, mais je pense qu'on pourrait finir là-dessus avant de prendre la période de questions pour vraiment vous donner une lueur d'espoir de ce qui s'en vient aux commerçants de Montréal et du beau travail que vous êtes en train de mettre en place. Oui. La première chose, c'est que le commerce à Montréal est au cœur de notre travail sur le plan d'urgence, est au cœur de la relance. Donc ça, on veut continuer là-dessus. Donc ça, c'est important.
Et on a aussi la chance d'avoir un réseau là, de sociétés de développement commercial qui ont vraiment fait un travail aussi direct auprès des commerçants de soutien dans cette crise-là qu'on veut continuer à soutenir. Donc, c'est sûr pour nous que c'est important que les SDC, malgré la difficulté actuelle, soient encore là, elles aussi, après la crise. Il faut que les commerces soient là après la crise, il faut que leurs associations soient là après la crise, parce qu'il faut continuer à revitaliser nos quartiers et assurer qu'on a une vitalité commerciale dans les différents quartiers de Montréal. Donc ça, on s'est engagé à soutenir l'association et on est en discussion avec eux. On a mis en place des mesures, on en a parlé plus tôt, là, piétonisation de certaines rues. Donc ça, c'est en cours, on est en analyse de ça et on va pouvoir, après cette expérience-là, des fois des crises, ça nous permet d'essayer des choses qu'on n'aurait pas osé dans un autre contexte. Après, il faut bien prendre le temps d'analyser tout ça puis voir qu'est-ce que ça nous indique comme piste d'avenir. Est-ce que c'est des projets qui doivent être reproduits tels quels? Est-ce que ça doit être plutôt revenir à l'événementiel? Est-ce qu'on doit trouver différentes formules? On va analyser tout ça là, à l'automne, en vue de l'été prochain. L'enjeu, je l'ai nommé brièvement là, tout à l'heure, toute la question de la livraison urbaine. On a fait quelque chose rapidement, etc. Là, il faut avoir quelque chose de plus solide qui reste et qui reste dans le temps et qui va devenir un acquis. On voyait cet enjeu-là, on savait qu'il fallait faire quelque chose. La crise a fait, on le fait maintenant, même si c'est pas parfait. Puis là, on va le perfectionner, puis on va s'assurer que ça dure, puis que ça soit un outil de plus pour les commerçants d'avoir accès. Le croissant du commerce en ligne amène des défis de livraison, mais amène aussi pour les commerçants qui ne sont pas habitués de gérer un lot de commandes. On a vu, il y a beaucoup de commerçants qui ont été pris à assembler des commandes, à remplir leur sous-sol de boîtes, là. Je pense qu'il y a aussi des belles opportunités d'amener de l'aide aux commerçants en termes d'outils logistiques, d'opérationnels qui vont amener aussi dans la chaîne de livraison. Il y a vraiment des belles opportunités pour Montréal de par ces zones commerciales bien ciblées, là, de créer des beaux projets innovateurs dans ce domaine-là aussi. Là. Oui, puis c'est pour ça qu'on travaille avec Jalon et Coop Carbone, qui sont vraiment des experts dans ce travail-là. Parce qu'effectivement, il y a des commerces qui ont assez de volume pour avoir leur propre système de livraison, ce qui n'était pas le cas avant la COVID. C'est juste qu'ils se sont mis à vendre en ligne, puis ça marche. Il y en a d'autres que la livraison mutualisée est plus avantageuse parce qu'ils n'ont pas assez de volume, eux, tout seuls. Et peut-être qu'à terme, la mutualisation est intéressante aussi pour tout le monde, finalement. C'est ça qu'il faut arriver. Là, c'est un peu fragmenté. Je pense que si on a un système plus robuste en place, on va avoir quelque chose pour l'avenir qui va être intéressant et qui est aligné avec cette idée-là d'achat local. Parce que oui, les commerces peuvent vendre à beaucoup plus large que leur quartier, mais quand on a un système de livraison optionnel là, pour les gens du quartier, décarboné, à vélo, etc., c'est intéressant. Idéalement, il y aurait une option. Tu pourrais choisir livraison à vélo si tu habites proche. Si tu habites loin, c'est pas possible. Tu choisis l'autre option de livraison. Puis, ça paraît simple de même, là, mais après, il faut techniquement le monter pour que ce soit que la boutique ait ton option de livraison. L'autre chose qu'on a déjà commencé à mettre en place, c'est pendant la commission sur les locaux vacants, un des enjeux qui est ressorti, c'est qu'on n'a pas d'outils centralisés qui nous permettent de savoir, d'avoir des vraies données sur combien il y a de locaux vacants où. On ne sait pas ça à Montréal. C'est quand même impressionnant. Là. Donc là, on crée en ce moment l'outil vraiment de recension de l'ensemble des locaux vacants qui va nous permettre d'avoir des meilleures données pour être capable d'améliorer nos politiques, mais qui va aussi être un bel outil pour un entrepreneur qui cherche un local, parce qu'on va être capable de savoir où est-ce qu'il y a de l'espace, et un propriétaire qui veut louer son local. Donc, je pense que c'est un outil, il était temps qu'on mette ça en place, là, mais ça n'existe pas ailleurs au Québec, hein, donc c'est pas comme si on est tellement en retard, mais c'est un outil qui est vraiment pertinent, puis dans le contexte actuel, là, où il risque d'avoir plus de locaux vacants, ça va être d'autant plus essentiel. Donc ça, on est vraiment en action dans la mise en place de ça. Et on est aussi, dans la commission sur les locaux vacants, était sortie cette idée-là d'occupation transitoire des locaux. Tant qu'avoir des locaux vides sur une rue commerciale, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire des utilisations, s'assurer que ce soit animé, qu'il se passe quelque chose dans les locaux? C'est toutes sortes de défis, les assurances, le propriétaire, etc. Mais on est aussi en train de travailler là, très activement là, sur cette question-là pour justement s'assurer qu'il reste de la vie
sur une zone commerciale, même s'il y a 10-15% de locaux vacants, que ce ne soit pas juste des vitrines fermées. Ouais. Mais il y a des opportunités justement de dynamiser par des pop-up shops qui viennent s'installer temporairement. Ça peut être des expositions temporaires, ça peut être de l'animation. Il y a vraiment, encore là, c'est d'animer la vie de quartier, puis pour les commerçants de saisir des opportunités ou même d'aller tester si pendant une période de temps, un commerce serait viable dans une région. Fait que il y a beaucoup de travail à faire auprès des propriétaires, j'imagine aussi, par la ville, à travailler en collaboration avec eux, parce qu'on l'a vu, la crise les a unis plus que jamais, les propriétaires ou les a désunis, là, ça dépend des relations. Il y a un élément qu'on n'a pas parlé, mais que je trouve intéressant parce que ça a fait les nouvelles plusieurs fois dans les derniers mois, c'est tout ce qui touche la vie nocturne. C'est-tu un dossier que vous voulez, parce que c'est quand même très important en termes de génération de trafic, puis éventuellement, là, ça va redevenir un levier économique important. C'est-tu quelque chose que vous allez réadresser dans les prochains mois? Là? Oui, ça fait. Je veux juste revenir sur les propriétaires et les commerçants. Les propriétaires, ce n'est pas un bloc monolithique. Hein. Donc, il y a des propriétaires qui ont vraiment une relation de partenaire avec les commerçants. Ça, c'est super. Puis pendant la crise, il y a eu de la solidarité, etc. Puis il y en a d'autres qui sont moins collaborateurs. Donc, c'est différent. Il y a des propriétaires qui ont des locaux à louer qui n'arrivent pas à le louer, mais qui ont la bonne intention, qui ont un prix correct, etc. Et je pense qu'avec eux, il y a moyen de collaborer pour faire de l'occupation transport, etc., parce que la bonne volonté est là. Et il y a une petite minorité qui sont moins collaborateurs. Puis évidemment, on n'arrivera pas à faire des choses positives avec eux, mais on a quand même un bon rayon avec qui on peut travailler. Sur la vie nocturne, on s'est engagé là, à travailler là-dessus et on a déjà enclenché une analyse de la situation. Donc, on a donné un mandat là, pour faire une analyse de la situation en vue d'avoir une politique de la vie nocturne au printemps prochain. Là, on s'est engagé à ça. On va respecter notre engagement. C'est important. Puis la vie nocturne, souvent les gens ont l'impression c'est la vie après 3 heures du matin. Non, la vie nocturne, c'est la vie le soir. Donc, on va au théâtre, on va au restaurant après, on va prendre un verre. Donc, c'est une très grande partie de notre vie économique à Montréal, la vie nocturne. On est dans une métropole. Là. Donc là, c'est intéressant pour nous de vraiment creuser ça, de valoriser ça. Puis là où il y a des enjeux de cohabitation dans les zones résidentielles, on va faire face à ces enjeux-là, essayer de trouver des solutions intelligentes, s'assurer qu'on a une belle valorisation de la vie nocturne, qui est quand même un des atouts d'une grande métropole comme Montréal. Tant mieux. Je pense que ça va faire partie des éléments clés de la relance aussi. Luc, le temps file, il est déjà 9h47. Avant d'aller aux périodes de questions, je voudrais juste te parler du partenariat entre la Ville et le Conseil québécois du commerce de détail, dont on est vraiment fiers, puis on a déjà recommencé à s'impliquer dans des nouveaux comités. Mais dans notre entente aussi, il y a une offre de contenu qui est disponible pour les commerçants de Montréal, vraiment, puis j'aimerais juste mettre en valeur les commerçants qui ne sont pas au courant. Donc, avec notre entente qu'on a depuis le début de l'année, il y a vraiment plusieurs plateformes de contenu très inspirants sur des solutions, des nouvelles choses qui se passent dans le commerce. Donc, on a une revue de presse hebdomadaire du Conseil québécois. On a des communiqués de presse qu'on met on lance régulièrement. Il y a une infolettre Détail Express qui est tous les mois. Donc, il diffuse de l'information, amène des solutions, parle de ce qui se passe dans le commerce. Bien entendu, on a nos événements qui s'en viennent. On a le TAG qui s'en vient à l'automne. D'ailleurs, la Ville de Montréal est un des partenaires de notre événement, le TAG, le commerce à l'ère numérique, qui va être 100% virtuel cette année, mais qui est une belle façon de rendre ça encore plus accessible aux petits commerçants. Parce que souvent, les petits commerçants, pour en avoir été un moi-même, on est tellement occupé dans notre entreprise, on n'a pas la capacité de s'y absenter beaucoup. Alors, venir passer une journée complète ou 2 journées dans un événement, c'est difficile. Alors là, dans le mode virtuel, vous allez avoir accès à un menu pendant 2 jours, le 7 et 8 octobre, à une panoplie de conférences et des plus importantes et des plus inspirantes sur les solutions à mettre en place pour le commerce. Puis ces solutions-là, ce n'est pas juste pour les grands détaillants, c'est aussi pour les petits commerçants. Il y a plein de firmes de technologie à Montréal qui sont super dynamiques, puis qui ont des solutions pour les petits commerçants dans l'offre commerciale en ligne, dans l'offre en magasin, plusieurs technologies. Et aussi, il y a des conférences sur des bonnes pratiques qui se sont faites là, pendant la COVID et des nouvelles solutions technologiques qui se sont implantées. Donc, tout ça va être disponible là, avec la Ville de Montréal là, par le partenariat qu'on a aux commerçants de Montréal. Et je les invite vraiment. On a aussi des kiosques virtuels qui sont vraiment comme des kiosques physiques, mais dans un environnement virtuel où des firmes de technologie vont venir présenter leurs solutions. Alors, vraiment, 2 jours qu'on veut, on se veut
levier de la relance du commerce de détail au Québec et à Montréal par le contenu qu'on va amener. Et tout le mois d'octobre, après, les conférences vont être en rediffusion. Donc, ça va être accessible à tous les commerçants. Là. On vous invite vraiment à venir vous inscrire. Et Montréal est un partenaire là, du CQCD dans nos événements depuis longtemps. Et on veut que le tag soit vraiment, comme je disais, un élément fort là, pour la suite des choses. Il y a aussi le magazine de détaillant, là, qui est une publication là, qu'on rend disponible numériquement. Là, encore là, avec plein d'articles, plein d'experts qui viennent parler. Fait que moi, je vous invite, on va mettre le lien pour les inscriptions là, au contenu offert par notre entente là, sur nos plateformes. Fait que les commerçants de Montréal vont pouvoir venir s'y inscrire avec plaisir là, pour profiter justement de cette belle relation qu'on a, là, puis cette belle opportunité qu'on leur met à leur disposition. Super. Ça me permet aussi de dire qu'à la Ville, on ne prétend pas avoir toutes les réponses par rapport à la situation du commerce et avant COVID et maintenant. C'est vraiment une transformation du commerce de détail qui est en train de se passer là, depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on travaille étroitement avec des organismes comme le Conseil québécois du commerce de détail et l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal et PME Montréal pour partager nos analyses, partager notre expertise et identifier ensemble c'est quoi les meilleures actions qui peuvent faire dans le créneau de responsabilité de la Ville. Parce qu'évidemment, on a des moyens limités et on fait ce qu'on peut par rapport à nos moyens à nous, évidemment. Bien, vous êtes un gros maillon de la chaîne et la chaîne demeure importante. Je pense que c'est cette collaboration-là qu'on a vue là, depuis longtemps, mais je pense que la COVID a accéléré, a rapproché beaucoup de choses, de belles initiatives. Luc, il reste une 10-15 minutes. J'invite les gens à poser des questions. Elisabeth, qui est notre charmante animatrice, est-ce que tu peux indiquer le mode de fonctionnement pour les questions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, on a déjà des questions dans la section Q&A en bas dans l'écran. Donc, si vous voulez, je peux déjà lire celle-ci de M. Jean-Yves Cailly. La première, lorsqu'on parlait de la livraison. La livraison est un véritable défi. Pouvez-vous nous donner des pistes pour travailler sur le sujet? Avez-vous des aides sur le sujet ou donner des contacts sérieux de prestataires de livraison? Cette question-là s'adresse à moi ou à Stéphane? J'imagine un peu plus à toi, mais sinon, je pense que je pourrais juste initier en disant Jalon Montréal est là vraiment pour guider les commerçants, je pense, comme ressource de premier plan là, sur les opportunités de livraison à Montréal, entre autres. Oui. En fait, à la Ville, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un premier système de livraison urbaine avec l'Association des sociétés de développement commercial, donc les SDC. Donc, si vous êtes un commerçant membre d'une SDC, ou sur un territoire où il y a une SDC, par exemple dans le plateau Mont-Royal, il y a plusieurs commerces qui ne sont pas dans une SDC, mais le service est offert à tous les commerces du plateau Mont-Royal, mais par la Société de développement commercial. Donc, il faut les contacter là, pour voir si le service est offert sur votre territoire. Donc, c'est vraiment un service que la Ville a financé pour s'assurer que les commerces aient accès. Et comme c'est un service de livraison urbaine à vélo, il est offert dans un premier temps vraiment dans les quartiers plus centraux de Montréal. Et l'idée, c'est qu'il est offert dans un rayon de 5 km de distance là, du commerce. Mais Jalon Montréal serait le bon endroit où contacter ou l'Association des sociétés de développement commercial. Parfait, merci. Ensuite, on avait aussi une question par rapport à, on en a discuté, là, la recherche de locaux. Nous sommes à l'affût d'opportunités. Quelle est exactement votre aide en la matière? Si vous êtes à l'affût d'opportunités, souvent la première porte d'entrée, c'est l'arrondissement. Donc, l'arrondissement a un service de développement économique qui peut vous guider sur la recherche de locaux, dépendamment de ce que vous avez besoin, c'est sur quel territoire. Sinon, s'il y a une société de développement commercial, bien souvent, eux, ils sont bien au courant de l'offre actuelle, qu'est-ce qui manque sur leur offre commerciale, est-ce que ce que vous avez à offrir, ils voient que c'est une opportunité par rapport à ce qu'ils connaissent du marché. Donc, c'est toujours un lieu intéressant. Il n'existe pas à Montréal d'outils centralisés qui nous permettent de savoir où sont les locaux vacants. Quand on a fait la commission sur les locaux vacants, on était assez impressionnés par l'expérience à Manhattan, New York, où il y a une carte du territoire où tu es capable de savoir où il y a des commerces, où il y a des locaux, où il y a des locaux vacants qui sont alloués, c'est combien, etc. Donc, notre ambition, c'est d'avoir un outil de ce genre-là, mais ça va nous prendre encore quelques mois pour le mettre en place. Donc, je vous encouragerais à soit parler avec une société de développement commercial, soit contacter votre arrondissement là, puis demander pour parler au commissaire au développement économique. Merci. On a une question de Mme Grenier. Y a-t-il de l'aide d'accompagnement et financière pour l'implantation de nouveaux commerces?
Oui, ça existe au sein du réseau PME Montréal. Donc, c'est vraiment l'endroit là, pour avoir de l'accompagnement professionnel. Et d'ailleurs, pendant la crise, là, ceux qui ont obtenu de l'aide, là, une bonne partie des témoignages étaient à l'effet que l'accompagnement, le conseil qu'ils ont eu des commerçants était tout aussi utile, sinon plus, que l'aide financière qu'ils ont obtenue. Donc, parfois, on a notre idée, on en discute avec notre entourage, mais des fois, c'est intéressant d'avoir un point de vue externe pour nous aider à voir peut-être des enjeux auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, je vous invite vraiment à aller à PME Montréal. Il y a des programmes qui existent pour le démarrage. Il y a des programmes développés en collaboration avec des SDC de bourse pour des nouveaux commerces qui s'implantent. Il y a différents programmes. Là. Puis, PME Montréal, vous allez le trouver, pmemontréal.com sur Internet. Là, vous allez le trouver. Il y a 6 bureaux à Montréal. Donc, dépendamment où vous souhaitez vous implanter, là, choisissez le bureau le plus proche. D'accord. Et il y aurait une dernière. Qu'en est-il des niveaux de taxes locales à payer, tendances, évolution et perspectives? Ouais. Bon, ça, c'est un sujet chaud, là. La question des taxes, les commerçants nous disent toujours que ça coûte trop cher, les taxes à Montréal. Depuis 2 ans, donc l'administration en place a réduit l'écart entre la taxe résidentielle et la taxe commerciale. La première année, il y a 2 ans, on a réduit sur le premier 500 000 de valeur foncière, on a réduit le taux de taxation. Et l'année dernière, on a fait passer à 625 000 le seuil sur lequel on réduit le taux de taxation, vraiment pour soutenir les plus petits propriétaires d'immeubles commerciaux. Donc, la tendance, c'est la réduction de l'écart entre les immeubles commerciaux et non commerciaux. Donc, on continue, on a un engagement de continuer sur cette tendance-là. Évidemment, d'un point de vue plus large, le financement des villes par la taxe foncière, c'est quelque chose qui est passé date. Mais on est encore dans ce système-là. Donc, ça reste quand même très difficile d'un point de vue des finances municipales. Quand les 2/3 de tes revenus dépendent de la taxe foncière, bien, on est dépendant de ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on est conscient de l'enjeu pour les commerces et on est en tendance de réduction de l'écart, de diminution du taux de taxe des immeubles commerciaux par rapport aux résidentiels. D'accord, merci. J'en ai une dernière, finalement. Monsieur Gravel demande, en faisant du recrutement pour notre association de gens d'affaires, j'ai rencontré une résistance due à des décisions qui ont été prises sans consultation suffisante préalable. Avez-vous des solutions? Il faudrait que j'ai un exemple plus précis, mais sans consultation, donc ça doit être la ville qui n'a pas consulté, là, je présume, par rapport à la question. Dans la plupart des cas, bon, il y a un contexte d'urgence COVID. Donc, dans une situation d'urgence, il faut agir. Parce que si on prend 3 mois pour faire vraiment une super consultation, comme on fait d'habitude, 3 à 6 mois, ben, il va être trop tard pour agir. Donc, il faut essayer d'agir et de s'ajuster à mesure. C'est ça, on a appelé ça pendant cette année l'urbanisme tactique, c'est-à-dire on implante, on s'ajuste. Parce que si on fait comme d'habitude, on planifie, éventuellement on intervient, bien, on n'aurait fait aucune mesure pendant l'été. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est le dialogue, c'est la relation de partenaire entre la ville et les associations de gens d'affaires ou les associations de commerçants pour qu'on soit capable de prendre des décisions le plus possible ensemble puis de s'ajuster au fur et à mesure. Si on attend l'unanimité avant d'agir, on ne fera jamais rien. Ça, c'est important là, que les gens comprennent ça. Là. Il y a toujours du monde qui ne sont pas d'accord avec les décisions, mais il faut prendre des décisions dans l'intérêt de l'ensemble. Et ça, c'est difficile parce que moi, j'ai parlé avec plusieurs associations commerciales qui auraient voulu faire des choses cet été, mais leurs membres sont divisés. Et bien, quand les membres sont divisés, qu'est-ce qu'on fait? Statu quo, on ne fait rien. Dans plusieurs cas, rien faire, c'était la pire des choses. Donc, toute la question de la consultation, là, dans une situation d'urgence, pour moi, l'important, c'est vraiment le dialogue. On agit, on s'ajuste. Je vous donne un exemple. On a travaillé sur le boulevard Saint-Laurent avec un projet en début de saison estivale. Il n'a pas été approuvé. On a continué à dialoguer et on a maintenant une piétonisation sur 10 jours sur le boulevard Saint-Laurent parce qu'on a trouvé ensemble c'était quoi le bon projet qu'il fallait faire dans le contexte actuel.
Donc, c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir le dialogue et de bien être conscient que l'unanimité, ça n'existe pas. Comme tu disais, Luc, dans le contexte actuel, le statu quo, c'est pas vraiment une option. Puis dans le fond, la peur du changement, des fois, peut être un facteur de résistance pour certaines personnes, mais je pense que dans le contexte actuel, souvent, on a moins à perdre, on a plus à gagner d'essayer de nouvelles choses, surtout dans l'optique où les gens, c'est pas fait de façon unilatérale et bornée, c'est fait de façon pour espérer avoir mieux puis de s'ajuster au fur et à mesure. Puis je pense qu'il faut cette ouverture-là qu'a fait preuve beaucoup de commerçants à Montréal là, a démontré des belles choses. Puis ces belles choses-là vont évoluer puis vont continuer de s'améliorer avec le temps, je pense. Puis il y a des affaires qui vont être délaissées en cours de route, mais c'est correct, ça fait partie du processus. Mais je pense que les artères qui présentement ont un certain succès ou réussissent au moins à supporter l'écosystème de commerce pour la suite des choses, bien, c'est celles qui ont osé peut-être mettre des choses en place, puis d'aller justement prouver aux résistants que finalement, il y avait des bonnes choses. Puis ça ne sera pas, comme tu dis, unanime. Même les résultats ne seront pas unanimes. Il faut regarder l'ensemble des choses. Puis c'est toujours ça. Les gens à haut niveau regardent l'ensemble du portrait et non la situation individuelle de chacun, même s'ils en tiennent compte à travers les décisions. Mais en bout de ligne, c'est le global qui doit fonctionner. Puis je pense qu'il y a des belles mesures qui se prennent. Puis que les commerçants soient ouverts et aussi ouverts à dialoguer et à partager leur point de vue et leurs idées aussi à travers tout ça. Je pense que c'est ça qui est important. Super. Merci. Elisabeth, est-ce qu'on... Oui, ça complète la période de questions. Simplement pour vous aviser, tout le monde qui participe, un lien va vous être envoyé par courriel pour revoir cette présentation. Est-ce qu'on va envoyer, Elisabeth, aussi à travers ça le lien pour partager le contenu du CQCD qui est accessible? Oui, tout à fait. Parfait. Merci. Hey, Luc, écoute, je prends 2 secondes pour te dire vraiment merci. C'est un échange vraiment agréable, très convivial, mais aussi, moi, je sens depuis le début, je le sens encore à travers cette belle conversation-là qu'on a eue, la grande volonté de Montréal là, de faire du commerce de détail vraiment un élément économique important pour la suite des choses. Puis je lève mon chapeau à ce qui s'est fait et aussi à ce qui s'en vient. Je pense que vous êtes là, vous êtes présents sur le terrain en collaboration avec les différents niveaux PME Montréal, comme tu as mentionné, qui est une ressource importante, les SDC qui font un travail phénoménal dans le contexte. Donc, bravo. Puis le CQCD va être encore là pour appuyer la Ville de Montréal et ses commerçants dans la suite des choses avec tout ce qu'on peut amener dans les différents éléments qu'on a. Donc, merci à toi. Ça a été vraiment une belle conversation. Et merci à toi. Merci au CQCD pour l'invitation, puis surtout pour cette belle relation-là de collaboration, parce que, comme je l'ai dit, on a besoin de tous nos partenaires pour être capable de soutenir les commerçants pour qu'un maximum puisse passer à travers cette crise extrêmement difficile. Parfait. Au plaisir, Luc. À bientôt. Merci. Bye. Merci tout le monde.